Good morning Lapo, bienvenue sur Juke Radio, la seule radio post-apo. Aujourd'hui, on va présenter notre base anti-horde sur l'Alpha 20. Le principe est simple, une base cube avec une longueur de murs latéraux de 22 blocs. Toute cette base est construite selon le principe de portance de Seven Day to Die, c'est-à-dire que les cages sont suspendues. Il n'y a pas de piliers porteurs. Ce sont les murs latéraux qui portent les cages. Dans l'hypothèse où les Z voudraient faire crouler les cages, ils devraient quasi détruire l'intégralité des murs porteurs. Comme expliqué dans l'épisode de Papy Tromblon, l'importance de la portance, tous les murs qui apparaissent en vert sont stables. Seules les cages reposent dans le vide. Hormis par un seul chemin, les cages sont donc inattaquables par les Z. Elles reposent dans les angles du cube. Un pilier au centre du cube soutient la tour et renforce la structure. Tout ça c'est bien beau, mais finalement, l'architecture, on n'en a rien à foutre. Passons maintenant aux défenses de la base. La première défense, et sans doute la plus efficace de cette base, c'est qu'il n'existe qu'une voie unique où les Z peuvent attaquer. Ce qui fait qu'ils doivent le faire sous votre tir et sous votre bombardement incessant. La position des cages suspendues à l'intérieur du cube, ainsi que les murs latéraux, vous protègent des projectiles des flics, ainsi que des vautours. Si un flic veut vous cracher à la gueule, il est obligé de monter au-dessus de l'escalier et de s'exposer à votre tir. Afin de vous rejoindre et de s'attaquer à la première cage, il devra traverser un pont avec des obstacles et des fils électriques. Bien sûr, il devra faire tout ça alors qu'il est bombardé par le haut, par un joueur artificier. Cette cage suspendue permet de bombarder les Z. Elle est située à plus de 5 blocs de hauteur, ce qui l'immunise pratiquement aux explosions des flics et des démolisseurs. Une barre judicieusement placée empêche l'artificier de tomber. S'il souhaite passer, il doit s'accroupir. Le pont qui amène à la première cage est lui aussi suspendu. Il est tenu par des poteaux non centrés, ce qui ne représente pas des chemins valides pour les Z. Les fences latéraux sont eux aussi protégés par une structure qui repose sur les murs porteurs. Cet endroit n'est accessible que via la cage suspendue et par une échelle. Veillez toujours bien à séparer cette structure de votre cage, sinon les Z pourraient penser à passer par là. Les premiers fences sont protégés par une structure séparée du pont. La terminaison des fences se trouve donc derrière les premiers murs de la base. Les portes suspendues dans ces murs permettent aussi de réparer certains endroits du pont, voire de faire des sorties. En poursuivant sur le pont, les Z doivent aussi traverser un circuit de traverse, et puis passer au-dessus de poteaux, au-dessus du vide. Enfin, s'ils arrivent jusqu'à la cage, devant la porte, il y a une plaque de pression et un lance-dard. Comme expliqué dans l'épisode de Papy Tromblon sur les pics, il y a des pics de fer au plafond, contre les spiders. Ces derniers en sautant s'empalent tout seuls. Et enfin, le pont est renforcé. Il y a des plaques, ce qui fait que quand bien même des démolisseurs exploseraient et briseraient des blocs, le chemin du pont resterait valide grâce à ces plaques. Enfin, pour les Z qui tomberaient des poteaux, ils seraient hachés menus par une blade et tomberaient dans des pics. Voici une petite démonstration de l'intérêt des traverses. Les traverses laissent un passage libre aux Z. Ils ne prennent donc pas la peine de sauter par-dessus. Ils empruntent le chemin en perdant du temps, et il s'expose par 2 fois à mon tir dans une seule rangée de blocs. Afin de poursuivre ma démonstration, je renouvelle l'expérience avec 25 zombies. Observez comme je ne vais pratiquement pas bouger mon viseur. Si un zombie arrive à passer la première barrière, je l'abattrai à la 3e. Cet ingénieux système oblige les Z à passer directement dans votre ligne de tir. Et s'il y a 2 joueurs en face d'eux, ils sont obligés de passer sous vos balles. Avec ce système, il est très facile de tirer dans la tête des zombies. Enfin, quand on sait tirer, quoi. Sinon, les pics feront le reste. La première cage a été aussi pensée pour pouvoir réparer les poteaux depuis l'intérieur de la cage. Autre système défensif. En cas de corps à corps, les zombies viennent jusqu'à la cage, car ils peuvent vous atteindre et vous infliger des points de dégâts. Vous pouvez donc pratiquer le corps à corps. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me direz-vous. Et pourtant, observez quand je me recule. Le Z ne pouvant plus m'atteindre, décide de passer par l'endroit où il y a le moins de points de structure, c'est-à-dire la porte et non les barreaux.
Il suffit que je revienne à portée et que j'attire à nouveau l'attention du Z pour qu'il se retourne vers moi. Cet ingénieux système vous permet de décider où les Z doivent attaquer. De plus, d'ici, vous pouvez réparer la porte aussi facilement que les barreaux. Les 2 premières cages de combat disposent d'une porte de sortie vers l'extérieur. Vous pouvez ainsi rentrer ou sortir depuis les cages de combat via ces portes et ces échelles. Ce chemin étant inaccessible aux Z, il ne s'y attaque pas, quoiqu'il frappe parfois dans les portes. Le principe fondamental de cette base, c'est que les cages de combat doivent toujours être un chemin unique pour les Z, et que le second étage est réservé aux joueurs et doit toujours rester inaccessible aux Z. C'est ici que vous allez entreposer vos armes, vos munitions et les matériaux pour réparer. Vos systèmes électriques se trouvent aussi ici. Voici maintenant un autre système de défense. Une porte automatique dans la première cage. Celle-ci ouvre ou ferme le chemin jusqu'à la seconde cage de combat. Ainsi, il est tout à fait possible de la verrouiller afin de réparer le second passage qui mène à la seconde cage de combat. Comme dans le cas du pont, une porte extérieure permet de réparer ce chemin d'accès. Le pilier central cache en fait un système de défense automatique, des tourelles qui peuvent tirer sur chacun des chemins. Les joueurs peuvent activer à leur loisir ces tourelles. Le sol de la cage suspendue est fait de barreaux, ce qui fait que la personne qui se trouve au-dessus peut tirer sur les zombies sur l'escalier. Il y a aussi des volets, des trappes qui protègent le joueur des crachats des flics. Depuis le second étage, il y a aussi un accès à la passerelle extérieure. Si un zombie arrive à franchir le pont et la première porte, il se retrouve face à une seconde porte. Et un câble électrique le paralyse. À cet instant, il est tout à fait possible d'ouvrir la porte et de le neutraliser. Le premier principe défensif de cette base, c'est qu'il repose sur une succession de cages. Les cages sont donc prévues pour être prises et envahies par les Z. Aussi, le mur latéral, lui, permet de tirer depuis la seconde cage dans la première cage. Si j'ai pris soin de parler de la balustrade dans les systèmes de défense, c'est parce que depuis la balustrade, vous pouvez tirer sur tout ce qui se trouve dans les parages directs de la base. Je sais pas pourquoi, je pense aux crieuses par exemple. La balustrade extérieure permet de relier toutes les cages du second étage et ce jusqu'au plafond. Attention toutefois, vous ne devez jamais faire en sorte que les Z puissent passer à travers les murs et accéder à ce niveau. Sinon, ils pourraient envahir toute la base. Comme dans le cas des premières défenses électriques, les défenses électriques de la seconde cage sont protégées dans les murs extérieurs. À nouveau, une porte donne sur l'extérieur et n'est accessible que via une série d'échelles. Si les Z ont un chemin valide via les cages, les joueurs ont un chemin valide via le deuxième étage par un réseau de passerelles. Ces passerelles, faites en barreaux, permettent aussi de tirer sur les Z qui emprunteraient le chemin jusqu'à la seconde cage. Nous nous trouvons ici au second étage, au-dessus de la seconde cage de combat. Et d'ici, on peut tirer directement dans la première cage de combat. On accède à la cage de combat via une trappe et une échelle. La seconde cage de combat repose sur un principe défensif différent de la première. Il s'agit d'un réseau de poteaux piégés par des blades. Le principe est de faire tomber les Z qui doivent recommencer leur chemin depuis le début. Cachés derrière un mur se trouvent 2 tiroirs qui renferment les réserves de soins et de munitions. Les Z sont attirés par cette porte et doivent combattre sur un chemin étroit, ce qui favorise leur chute. Une seconde porte donne dans une toute petite cage qui favorise le corps à corps avec les Z. De plus, cette petite cage permet de tirer directement dans la première cage de combat ou dans l'entreporte.
La dernière porte de la seconde cage donne accès au chemin qui donne sur la troisième cage, l'ultime cage de combat, située sous le garage. À noter que ce chemin, comme les autres, est défendu par une tourelle automatique que les joueurs peuvent déclencher à n'importe quel moment. Au-dessus de la dernière cage, on retrouve donc le garage. Celui-ci n'est accessible que par les joueurs ou alors par le pont-levis. Les murs du garage qui donnent sur le pont sont des meurtrières, ce qui permet de tirer depuis ce point. Les murs latéraux, eux, sont faits de doubles piliers, ce qui permet de passer à travers ou de jeter des molotovs et des grenades. Enfin, près de la passerelle, on retrouve un point de tir qui permet de tirer très facilement sur le chemin de la première cage à la seconde cage de combat. Situés au-dessus du garage, on retrouve nos appartements. Ils sont accessibles depuis ce dernier, via échelle ou par la balustrade extérieure. Des murs en double pilier permettent d'accéder à cette balustrade, que ce soit à l'intérieur de la base ou à l'extérieur de la base. Une porte donne accès au plafond de la cage suspendue afin d'effectuer des réparations. D'ici, on peut tirer sur tout ce qui se présente sur le pont. Via une trappe à volets, on accède au comble de la base, situé sous le plafond. D'ici, on a accès au système électrique qui actionne les tourelles. Mais on a aussi un magnifique point de vue sur la région. Un réseau de trappes et d'échelles donne accès rapidement aux deux premières cages de combat. Via ce chemin, il suffit de quelques secondes pour rallier les combles depuis la première cage de combat. La troisième cage de combat, les appartements et le garage sont accessibles seulement via la soute. Les combles de la base protègent aussi le système de défense électrique. Deux panneaux solaires situés à l'extérieur fournissent l'énergie à deux batteries bank. La première est utilisée pour les tourelles automatiques. La seconde pour l'alimentation du pont-levis et les lumières de la base. L'interrupteur du bas actionne l'ouverture des trappes en contrebas et donc le tir des tourelles automatiques. L'interrupteur du haut, quant à lui, actionne les tourelles de défense anti-aériennes, situées au-dessus du plafond. Ces tourelles automatiques défendent la base anti-horde contre les nuées de vautours, surtout lors des lunes de sang. Au-dessus du pilier central, on retrouve notre zone de production. Cette partie de la base est totalement accessoire. Il s'agissait d'un défi que je m'étais fixé. Pousser les portances de Seven Day to Die à leur extrême. Des piliers d'acier qui soutiennent une structure en verre par balle. Et ce, à plus de 60 blocs de la surface. Cette partie de la base est alimentée en énergie par son propre panneau solaire et sa propre batterie bank. Nous y avions installé nos forges, nos bétonneuses et nos établis, nos ateliers d'alchimie, et enfin, un feu de camp, on sait jamais. J'avoue pour le coup, j'étais assez fier de moi, car cette partie de la base, c'est un chef-d'œuvre de portance. En véhicule, le garage est accessible via un pont-levis. Le garage abrite une zone de délestage, un coffre-fort pour le négoce avec le marchand, un coffre d'armes, un atelier d'alchimie, un établi et des endroits pour mettre des effets personnels. Allez, suivez-moi, je vous embarque pour une dernière visite.
Alors voilà mon ressenti sur cette base anti-horde. J'avais eu l'idée de cette base et je me demandais tout d'abord si ça allait marcher et surtout si elle allait être agréable à jouer pour moi et pour mes camarades. Et très franchement, elle a dépassé toutes mes attentes. Non seulement elle est agréable à jouer, car on s'y sent à l'aise et on a de la place, mais en plus elle s'est montrée d'une résistance à toute épreuve. Je rappelle qu'elle a affronté des lunes de sang avec 64 Z par joueur, et ce en niveau warrior. Et elle s'en est sortie pratiquement sans aucune égratignure. Les Z n'ont que rarement approché la première cage de combat. Ils n'ont jamais brisé un bloc de la cage de combat. Et en plus, ils n'ont jamais franchi une seule des cages, alors que cette base est prévue justement pour voir ces cages successivement envahies. On peut donc dire que cette base, elle tient la route. Cette base peut servir à la fois de base anti-horde, mais aussi de lieu de vie. Et surtout, elle peut accueillir de très nombreux joueurs. Tout son système de défense est par ailleurs basé sur une équipe. Il s'agit là d'une excellente base pour un duo, un trio, voire une équipe encore plus grande. Ah oui, et petit détail au niveau des défenses de la base. Nous n'avons jamais été contraints avec mes camarades d'actionner les tourelles automatiques et de déclencher un déluge de feu lors des lunes de sang. Cette base en cas de pépin, elle en avait encore sous le capot. Pour finir, un grand merci à tous les auditeurs de la Duke Radio et à tous les amis de la Rivière Blanche qui ont suivi nos aventures avec mes compagnons Erstor et Santa. J'espère sincèrement que vous aurez pris du plaisir à suivre cette série. Car à passer des heures et des heures à monter ces épisodes, c'est toujours une récompense de savoir qu'il y a des gens qui ont apprécié votre travail. Alors merci à tous. Et qui sait, vous retrouverez peut-être les aventures de la famille Tromblon dans une prochaine alpha. Et n'oubliez jamais, si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute.